Bonjour à toutes et à tous. Donc, mon nom est Clément Sigel. Je suis donc de la Chambre des métiers du service Handwerk International. Donc, nous nous occupons des entreprises luxembourgeoises artisanales qui s'orientent vers l'étranger. Donc, nous les conseillons. Et dans ce concept, nous avons lancé cette série de manifestations qui s'appelle Goede Mooie Großregion. Donc, voilà. Donc, c'est une série de manifestations, de sensibilisation pour les entreprises. Et donc voilà, je suis aujourd'hui en compagnie de Alexis Weber et de Luis da Silva Aredes de l'ILNAS. Et donc, ils vont nous parler aujourd'hui de un marquage CE. Donc voilà, en quoi ça consiste et comment ça fonctionne. Donc, je passe la parole au monsieur de l'ILNAS. Merci. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la conférence marquage sur Tour d'horizon. Donc Louise et moi, nous allons donc voici le sommaire. Nous allons vous présenter brièvement l'ILNAS pour vous expliquer qui nous sommes. Ensuite, nous allons passer au contexte de l'assurance marché et puis on va vous présenter plus en détail le marquage CE ainsi que les obligations des opérateurs économiques. Et à la fin, on va aussi vous donner des informations pratiques que vous pouvez utiliser en tant qu'entreprise. Donc, je vais commencer la première partie. Donc, l'ILNAS. Donc, qui sommes-nous? En fait, l'ILNAS est une administration publique sous la tutelle du ministre de l'économie. Nous sommes en fait une administration relativement jeune, car on a été créé en 2008. Nous avons aussi une loi cadre dans laquelle toutes nos obligations légales sont aussi écrites. Donc, c'est la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l'ILNAS. Nous sommes actuellement 50 collaborateurs. Donc, au sein de l'ILNAS, on a plusieurs départements. Donc, ici, vous voyez dans la colonne du milieu, on a une fois notre département transversal, donc c'est budget administration et ressources humaines. Puis, on a aussi un département qui est la confiance numérique. On a le département de tout ce qui est normalisation, donc c'est l'organisme luxembourgeois de normalisation. On a aussi le bureau luxembourgeois de métrologie et on a aussi l'office luxembourgeois d'accréditation et de surveillance. Et nous sommes en fait le département de la surveillance du marché. Donc en fait, je ne veux pas entrer trop dans les détails, mais en fait tous ces départements, ils contribuent à l'économie nationale. C'est pour cela que l'ILNAS se trouve sous la tutelle du ministre de l'économie. Et chaque département, donc en fait l'ensemble de l'ILNAS opère sous plusieurs systèmes de management de la qualité différents. Donc la plus grande partie couverte par la norme ISO 9001. Donc pour ne pas entrer trop dans les détails, je passe déjà au prochain slide, ce qui est le contexte de la surveillance du marché. Donc avant de vous expliquer un peu le marquage CE et aussi les obligations des opérateurs économiques, j'aimerais vous présenter brièvement d'où ça vient et vous expliquer un peu le contexte légal et aussi comment cela a évolué. Donc le but de l'Union européenne est de faciliter la libre circulation des produits au sein de l'espace économique européen. Et l'espace économique européen, ce sont en fait les 28 États membres de l'Union européenne, plus encore l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Donc, c'est-à-dire qu'un produit, s'il est conforme dans un de ces États membres, il peut circuler librement et peut être commercialisé dans un de ces États membres. Donc, effectivement, tout ce cadre légal, il a vraiment évolué fortement les dernières 40 années. Donc, en 1985, la Commission européenne a introduit la nouvelle approche. Et cette nouvelle approche avait en fait deux objectifs principaux. Donc, c'était une fois déjà d'améliorer la compétitivité des entreprises et de vraiment de renforcer cette libre circulation des produits. Et pour faciliter tout cela, les lois, donc c'est-à-dire les directives européennes ou les règlements européens ont été modifiés. Donc à partir de la nouvelle approche en 1985,
tous ces textes légaux ne contenaient uniquement encore les exigences essentielles. Donc toute la partie technique ont été décrites dans des normes harmonisées pour ne pas surcharger les lois législatives, et aussi pour éviter dès qu'il faut changer une loi, ça passe nouveau au Conseil donc pour éviter toutes ces procédures. Toute la partie technique a été il s'est fait dans les normes. Et donc aussi en 1985, la Commission européenne a introduit des normes harmonisées avec lesquelles les fabricants peuvent bénéficier de la présomption de conformité. C'est-à-dire que si le fabricant utilise des normes harmonisées, il peut déclarer lui-même que son produit est conforme et peut alors le mettre sur le marché européen. Et ceci permet aussi aux fabricants d'épargner plus de temps et d'argent. Donc ceci a été fait en faveur pour les entreprises. Par contre, comme cette procédure est beaucoup plus facile et plus rapide, la Commission européenne a exigé des États membres que chaque État membre mette en place une autorité de surveillance marché pour faire des contrôles, pour vérifier qu'il n'y ait pas d'entreprise qui profite et mette des produits non conformes sur le marché, donc pour éviter une concurrence déloyale. Donc si nous parlons d'entreprise, on parle donc plus précisément des opérateurs économiques. Donc l'opérateur économique, ça peut être par exemple le fabricant, donc celui qui produit le produit, ou bien son mandataire qui est établi en Europe. Mais ça peut aussi être un importateur qui fait entrer un produit sur le marché européen via un pays tiers. Donc, par exemple, un importateur qui achète un produit en Chine pour le commercialiser en Europe. Et puis, on a aussi les distributeurs. Donc, ce sont les entreprises qui le vendent au grand public, ou bien donc à des utilisateurs finaux, ou bien à d'autres entreprises encore. Donc, mais ce qui concerne les opérateurs économiques, on va vous présenter plus en détail dans les prochains slides. Puis, donc, à partir de 2008, la Commission européenne a introduit le NLF, donc c'est le New Legislative Framework, pour harmoniser encore davantage tous ces cadres légaux. Donc, le New Legislative Framework, vous voyez ici, il est composé de 3 textes législatifs horizontaux. Donc, c'est une fois le règlement 765 de 2008 sur la reconnaissance mutuelle et une fois le règlement 765 sur l'assurance marché. Et puis il y a aussi encore une décision européenne, celle de 768, pour laquelle tous les termes communs sont une fois décrits clairement. Donc les définitions, la structure et les directives. Déjà pour faire en sorte que tout nouveau texte législatif utilise la même définition et la même structure et les mêmes procédures pour que ces textes soient plus compréhensibles pour les entreprises. Donc, à partir de ces 3 textes légaux, il y a des directives ou règlements européens sectoriels qui ont été mis en place pour des produits spécifiques. Par exemple, pour le domaine des machines, il existe une directive spécifique. Pour le domaine des jouets, il existe une directive spécifique. Pour les produits de construction, il existe un règlement européen spécifique. Donc, via ce cadre légal, donc de 2008, la Commission a vraiment essayé de harmoniser le plus possible tous les textes légaux pour que ça soit plus compréhensible. Et aussi pour votre information, il faut savoir que le règlement de la surveillance du marché sera remplacé par le règlement 219 donc /1020 qui sera applicable à partir du 16 juillet 2021. Et puis il existe aussi un guide pour si vous voulez avoir plus d'informations, c'est le guide bleu que vous voyez à votre droite du slide. Donc ce guide n'est pas un texte légal, mais il explique d'une façon plus pratique comment appliquer ces textes légaux. Donc je vais passer encore à un slide sur ce point. Après vous pouvez poser des questions. Donc ici vous voyez donc l'espace économique européen avec les 28 États membres et en plus encore l'Islande, Liechtenstein et la Norvège. Oui, bientôt le Royaume-Uni ne fera plus partie de cet espace économique européen. Et puis, oui,
chaque État membre est obligé de faire de définir des autorités de surveillance marché sur son propre territoire national. C'est-à-dire au Luxembourg, nous, l'ILNAS, faisons la surveillance marché d'environ 80% de tous les produits. Donc ce sont les produits non alimentaires et non pharmaceutiques. Donc nous faisons des contrôles aléatoires et on vérifie si les fabricants, les importateurs, les distributeurs ont bien respecté la législation. Et il faut savoir que nous-mêmes, nous on ne donne jamais d'attestation. Nous on ne dit jamais qu'un produit est conforme. On fait uniquement des contrôles aléatoires et si on ne trouve rien, alors on ne fait rien. Et dès qu'on trouve un produit, une non-conformité, alors là uniquement nous allons contacter l'entreprise et demander pour qu'elle corrige cette non-conformité. Donc oui, sur base de nos contrôles, on prend aussi alors les mesures adéquates en fonction de cette non-conformité. Des fois, il y a des non-conformités qui sont seulement administratifs, donc des conformités où il n'y a pas de risque, mais donc là, par exemple, on est beaucoup. Donc là, par exemple, on demande à l'entreprise de simplement la corriger. Mais des fois, on a des produits non conformes qu'on ne peut pas corriger. Par exemple, si on a une poupée qui contient des substances chimiques qui sont défendues, là, on ne peut pas corriger. Donc là, le produit est tout de suite retiré du marché et ne peut pas plus être vendu. Puis on a ce qui est aussi important, entre les États membres, on a un système, une base de données pour échanger les informations, c'est-à-dire que un État membre fait des contrôles et les autres États membres pour éviter qu'il y ait des doublons, pour éviter que plusieurs États membres contrôlent le même produit. Et puis on a aussi encore un système d'alerte rapide qui s'appelle Safety Gate. Donc dès qu'on a un produit qui est vraiment dangereux, il est notifié via cette base de données à la Commission européenne et chaque État membre est informé et puis on veille à ce que ce produit ne circule plus sur le marché. Et s'il a été déjà vendu, alors dans ce cas, on peut aussi imposer aux distributeurs de faire un rappel via les médias ou les journaux. Oui, donc avant de passer au marquage CE, est-ce que vous avez peut-être des questions? Voilà, bonjour. Vous avez parlé des produits non alimentaires. Et pour les produits alimentaires, oui, en fait, donc pour les différents types de produits, il existe plusieurs administrations publiques qui s'en occupent. Par exemple, pour les produits alimentaires, là, c'est le ministère de la Santé. D'accord. Non, c'était le ministère de la Santé. Maintenant, c'est le ministère de la Protection du Consommateur, dans laquelle se trouve l'autorité de la sécurité alimentaire. Donc, et c'est l'autorité de la sécurité alimentaire qui fait leur contrôle par rapport aux produits alimentaires. D'accord, merci. Oui. Et donc, oui, avant de parler sur le marquage C, je vous présente plusieurs catégories de produits qui doivent porter le marquage C lorsqu'ils sont commercialisés sur le marché européen. Donc, il s'agit par exemple de tous les appareils qui sont de tous les appareils électroniques. Donc, par exemple, les équipements radioélectriques, donc sont les équipements avec Bluetooth, Wi-Fi, donc les téléphones portables, les télévisions modernes. Ce sont aussi donc la basse tension, donc tous les produits qui sont branchés via le câble à la prise 220 volts, par exemple. Mais ça peut aussi être tous les produits qui ont une électronique. Donc ils doivent respecter les exigences, la compatibilité électromagnétique. Mais on a aussi les jouets, on a les machines, tous les produits de construction doivent aussi porter le marquage CE. On a tous les appareils plus industriels comme les appareils à gaz, donc les barbecues à gaz, les équipements de protection individuelle comme aussi les casques ou bien les masques respiratoires, FFP2 par exemple maintenant pendant le Covid. On a aussi les équipements sous pression comme les extincteurs à feu. On a les ascenseurs. On a aussi par exemple tous les produits qui sont liés à l'énergie comme les frigos, la machine à laver, les articles pyrotechniques. Donc ceci c'est une liste non exhaustive. On a aussi par exemple les télésièges. On a aussi par exemple les produits, les dispositifs médicaux comme les masques chirurgicales.
Par exemple, pour les marques chirurgicales, ça c'est le ministère de la Santé qui est l'autorité compétente. Et en fait, donc il y a une grande partie de produits, de catégories de produits qui doivent porter le marquage CE. Et puis, comme j'avais déjà dit au début, donc un produit qui est conforme peut circuler librement dans l'espace économique européen. Donc, oui. Donc, oui. Qu'est-ce que veut dire le marquage CE? Donc, ça veut déjà dire que donc la conformité du produit, oui, il peut circuler librement dans l'espace économique européen, aussi dans la Turquie, parce qu'il y a aussi des accords avec la Turquie. Ce qui est important, c'est que le marquage CE est apposé par le fabricant. Donc, c'est pas n'importe qui peut mettre le marquage CE sur son produit. C'est le fabricant qui met le marquage CE sur son produit, avec aussi une déclaration de conformité par laquelle le fabricant dit que ce produit vient de lui, et c'est aussi lui qui prend la responsabilité du produit. Par exemple, les autres opérateurs économiques, l'importateur, le distributeur, le mandataire, ils ont aussi tous des obligations, mais pas chacun a les mêmes obligations. Donc tout ce qui est marquage CE, donc la position du marquage CE, c'est vraiment l'obligation du fabricant. Et ce qui est aussi important, c'est que le marquage CE doit être mis sur le produit avant la mise sur le marché ou mise en service. Donc on ne peut pas vendre un produit sans marquage C et après on dit qu'on va le mettre. Donc au moment où on aimerait le commercialiser, il faut que le marquage C soit déjà sur le produit. Donc ici vous voyez aussi le graphisme du marquage CE. Donc il faut que le marquage CE ne soit pas plus petit que les 5 mm. Donc s'il y a assez de place sur le produit, donc il faut respecter cette taille. Donc vous voyez aussi que le C et le E, ils forment tous les deux un cercle, et les deux cercles se superposent au milieu. De cette façon, on peut voir l'espace entre le C et le E. Si on regarde très précisément, on voit que le C, les deux bouts du C, donc en haut et en bas, ne s'arrêtent pas exactement au milieu, mais dépassent un peu le côté droit. Et c'est pareil pour la lettre E. En haut et en bas, les deux bouts dépassent un peu le côté droit. Et le trait au milieu dépasse un peu le côté de gauche. Donc, ce qui est important, si le fabricant appose le marquage CE, il faut qu'il soit posé de façon, visible, lisible, et qu'il ne se détache pas maintenant facilement. Si maintenant il n'y a pas de place sur le produit, alors le fabricant peut mettre le marquage CE sur sur un autre endroit, sur l'emballage ou sur un sticker qui n'est pas sur le produit, mais qui accompagne quand même le produit pour montrer que le produit est quand même conforme. Oui, ici vous avez des exemples de marquages C qui sont faux. Donc seulement celui du milieu est correct. Donc vous voyez que tout de suite il y a des différences. C'est seulement le marquage C en haut à droite qui semble un peu identique, mais en haut à droite, les distances les bouts ne sont pas respectés, donc ils s'arrêtent exactement au milieu du cercle et ne dépassent pas le cercle. Et celui en bas au milieu, donc l'espace n'est pas respecté. Les deux cercles ne se superposent pas. Donc maintenant, on va passer plus en détail sur les obligations et qui peut faire quoi. Est-ce que vous avez des questions concernant maintenant le marquage CE? Sinon, je laisse la parole à Louis pour qu'il vous explique plus en détail qui fait quoi et comment. Bonjour tout le monde. Donc, mon nom c'est Harry de Louis. Je suis le chef adjoint du département de la renseignement privé. Donc, comme Alexis a dit, je vais vous présenter plus en détail les obligations. Voilà. Donc, la décision européenne à 768/2008, elle distingue 4 opérateurs économiques différents. Donc, je vais vous donner la définition après. Il y a d'abord le fabricant, son mandataire, l'importateur et le distributeur. Donc, le distributeur, c'est celui qui vend à un autre distributeur, mais c'est aussi
nous on considère aussi le dernier magasin, donc celui qui vend à l'utilisateur final. En 2021, il y aura donc le nouveau règlement 2019-2020 qui lui va définir un cinquième opérateur économique. Et donc c'est le prestataire de services d'exécution des commandes. Donc c'est en fait c'est un prestataire, donc c'est celui qui s'occupe par exemple de l'entreposage, de tiquetage, d'expédition, conditionnement, mais qui ne sont pas des services postaux au sens propre de la définition d'un service postal, ou bien un service de livraison de colis. Donc la définition plus exacte donc d'un prestataire de service d'exécution de commande est donc dans ce nouveau règlement. Voilà. Donc le fabricant. Donc le fabricant, c'est toute personne physique ou morale qui fabrique un produit et fait concevoir un produit et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque. Et le mandataire, lui, c'est toute personne physique ou morale établie donc la communauté européenne, donc il faut qu'il soit ici dans l'Union européenne, ayant reçu un mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées. Donc toutes ces tâches du mandataire sont bien déterminées dans le mandat. Voilà. Donc un fabricant établi ou non dans l'Union européenne peut avoir un mandataire. Donc il faut pas que c'est pas nécessaire qu'un fabricant soit hors de l'Union européenne pour avoir un mandataire. Donc un fabricant européen peut aussi avoir son mandataire. L'importateur, lui, donc c'est toute personne physique ou morale établie dans la communauté européenne qui met un produit provenant d'un pays tiers sur le marché communautaire. Et finalement, donc le distributeur, c'est toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement autre que le fabricant ou l'importateur et qui met un produit à disposition sur le marché. Donc tous ces opérateurs économiques font partie de la chaîne d'approvisionnement du produit. Il est noté aussi que si maintenant un importateur ou un distributeur décide de commercialiser un produit sous sa propre marque ou son propre nom, sa marque déposée ou son nom, bien qu'il le modifie de façon substantielle, donc ce distributeur ou importateur donc sera considéré un fabricant. Et donc c'est lui qui aura donc toutes les obligations du fabricant par rapport à ce produit. Donc ça, on a souvent le cas donc d'importateurs qui passent une commande en Chine chez un fabricant et l'importateur ici veut le vendre sous sa marque. Voilà. Et il ne sait pas que c'est lui qui doit établir les déclarations de conformité, c'est lui qui doit qui va mettre son nom sur le produit comme fabricant. Donc ça, c'est des obligations qui lui incombent. Donc les définitions de la mise à disposition sur le marché et mise sur le marché. Donc la mise à disposition sur le marché, c'est toute fourniture d'un produit destiné à être utilisé, consommé et utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d'une activité commerciale à titre onéreux ou gratuit. Donc, gratuit, ça veut dire vraiment, par exemple, une entreprise qui décide d'offrir des gadgets avec leur nom pour faire de la publicité. Donc, ces gadgets, même s'ils sont gratuits, sont considérés mis à disposition sur le marché, donc ils doivent être conformes. Et le fabricant doit avoir ces obligations pour mettre en conformité ces produits. Et la mise sur le marché, donc c'est la première mise à disposition du produit sur le marché communautaire. Donc cette première mise à disposition, ça peut être l'importateur qui importe le produit, donc le produit rentre en Europe pour la première fois, et ça peut être aussi le fabricant qui est établi en Europe, il fabrique le produit et qui le met pour la première fois donc sur le marché européen en France. Il l'introduit dans la chaîne d'approvisionnement. Je vais un peu rentrer plus dans le détail donc des obligations, donc les différents opérateurs économiques. Donc le fabricant, quand je parle ici du fabricant, c'est celui qui fabrique le produit, mais ça peut être aussi celui qui vend le produit sous sa propre marque ou son nom, et qui l'a modifié de façon considérable. Donc les obligations, elles sont définies donc dans les différentes législations des produits, dans les différentes directives qui ont été transposées en droit national. Elles sont plus ou moins toutes uniformes, donc les obligations des différentes législations sont plus ou moins les mêmes d'une directive à une autre. Donc, principalement, donc le fabricant ne met sur le marché que des produits qui sont conformes, donc ça c'est la base. C'est lui qui est responsable d'apposer le marquage CE sur le produit. Donc comme Alexis a expliqué, donc sur le produit, ça peut être sur l'emballage
sur une étiquette ou sur un papier qui accompagne le produit. Maintenant, les détails sont spécifiés dans les différentes directives. Donc, il doit s'assurer que la production en série reste conforme, c'est-à-dire que s'il s'est testé un prototype dans un laboratoire et que le prototype est conforme et qu'il a reçu tous les certificats et qu'il établit la déclaration de conformité, il doit également veiller à ce que les produits qui suivent, donc qui sont fabriqués, qui sont conformes au prototype, donc qui soient toujours conformes. Donc, il doit indiquer son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l'adresse à laquelle il doit être contacté. Donc, ça, c'est pour des raisons de traçabilité du produit aussi, si on veut contacter la personne qui est responsable du produit. Le produit en soi, il doit être aussi identifiable. Donc, il faut qu'il y ait un numéro de type, un lot, un lot de série, une série, ou autre élément qui permet son identification. Donc, disons que vendre un produit seulement avec un numéro de type ou un modèle, ça peut être mauvais pour le fabricant si jamais il y a un problème et que nous, on doit prendre des mesures correctives ou des décisions restrictives sur le produit. Donc, il faut mieux qu'un fabricant mette aussi un lot ou un numéro de série, donc un lot qu'on puisse déterminer la non-conformité par rapport à une série ou à un lot. S'il n'y a pas cette information et si nous, on doit prendre des décisions sur un produit, la décision sera sur toute la gamme des produits parce qu'on ne peut pas identifier le lot. Disons que l'eau, c'est quand même quelque chose qui est là pour protéger un peu le fabricant. Et bien sûr, il doit veiller aussi à ce que le produit soit accompagné des instructions et des informations qui sont à chaque fois définies dans les différentes législations. Donc ces informations, instructions, les avertissements, etc., au Luxembourg, ils doivent être impérativement rédigés dans une langue qui soit compréhensible ici sur le marché national. Et cette langue, donc, ça peut être le français, l'allemand ou le luxembourgeois. Donc, c'est aussi le fabricant qui doit établir la déclaration de conformité. Donc, cette déclaration de conformité pour les produits de construction est appelée déclaration de performance. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, c'est la déclaration où le fabricant prend la responsabilité sur le produit, il déclare que son produit a été testé, respecte les normes, la législation, etc. Donc, une date et une signe. C'est le document à la base qui a été établi avant que le produit ne soit mis sur le marché. Et c'est lui aussi qui établit la documentation technique. Il doit conserver ces documents pendant une certaine période. En principe, c'est marqué dans la législation, mais en principe, c'est 10 ans à partir du moment où le produit a été mis sur le marché. Donc, ces documents doivent être disponibles à la demande des autorités de surveillance du marché. Aussi, un peu un résumé des étapes. Donc, si un fabricant souhaite mettre sur le marché un produit, d'abord, c'est lui qui est responsable d'identifier quelles sont les directives, les normes harmonisées qui sont applicables au produit. Donc, c'est lui le seul responsable. Il doit essayer donc, de communiquer avec des laboratoires, avec des organismes notifiés. Il peut aussi demander conseil auprès des autorités de surveillance du marché pour essayer d'identifier toutes les directives qui sont applicables à son produit. Donc, un produit, ça peut être, comment dire, concerné par différentes directives. Un produit électrique, par exemple, c'est la directive sur la basse tension, peut-être aussi la directive sur la compatibilité électromagnétique, la directive ROHS, donc sur les éléments chimiques des circuits électriques, ça peut être REACH, donc c'est lui qui doit être identifié et mettre tout son produit, donc essayer de mettre son produit en conformité. Il doit donc, dans ces directives, vérifier quelles sont les exigences par produit. Il doit vérifier aussi si un organisme notifié doit être appelé, donc s'il doit intervenir dans la procédure de conformité du produit. Donc un organisme notifié, c'est un laboratoire qui a été notifié auprès de la Commission européenne qui peut faire des essais et émettre des certificats pour un produit et une directive donnée. Donc, la liste des différents organismes notifiés est disponible sur le site de la Commission européenne. Et maintenant, vous avez besoin de savoir où est-ce qu'elle est la liste, donc vous pouvez nous envoyer un mail, on vous donnera le lien. Donc, pour chaque directive, il y a des modules. Donc, les modules qui expliquent un peu quelle est la
la procédure d'évaluation de la conformité du produit. Et en fonction du module qui doit être utilisé, soit un organisme notifié doit être appelé pour participer à cette évaluation de conformité, soit c'est le fabricant lui-même qui fait son évaluation, donc ça dépend un peu du produit et du type de produit. Tout à l'heure, on avait pris l'exemple des masques respiratoires, donc nous, on est responsable pour les équipements de protection individuelle. Là, les équipements de protection individuelle sont divisés en 3 catégories, donc 1, 2, 3. La catégorie 1, c'est des équipements de conception simple, donc qui ne sont pas compliqués, comme par exemple des gants de protection. Donc, dans la directive des équipements de protection individuelle, c'est noté que pour les catégories 1, donc les conceptions simples, le fabricant peut lui-même faire toute l'évaluation de conformité du produit et imposer donc le CE, et il n'a pas besoin de recourir à un organisme notifié. Par contre, s'il met sur le marché un produit de catégorie 2 ou 3, donc 3 c'est les masques respiratoires à effet par exemple, c'est marqué dans la directive qu'il doit recourir donc à un organisme notifié. Donc ça c'est obligé. Ensuite, l'étape 4, donc, il doit donc tester le produit et vérifier sa conformité. Ensuite, établir la documentation technique nécessaire. Et finalement, apposer donc le marquage sur le produit et établir la déclaration de conformité. Voilà. Le mandataire, le mandataire, lui, donc, il exécute les tâches. C'est pas marqué ici dedans, mais c'est le mandat du mandataire explique exactement quelles sont les tâches qu'il a le droit de faire. Donc, le fabricant donne un mandat à son mandataire pour certaines tâches. Et les tâches, elles sont définies, elles peuvent être définies en fonction de ce qui est marqué donc, dans le mandat. Vous pouvez par exemple avoir l'autorisation d'émettre, d'écrire donc une déclaration de conformité. Vous pouvez peut-être avoir le mandat pour apposer le marquage CE, pour fournir les documentations nécessaires, donc les documentations techniques, etc. Donc, ce mandat doit pouvoir être mis à disposition des autorités de surveillance du marché et dans une des langues donc, qui est compréhensible. Donc, si jamais nous, on a un contrôle d'un produit et que c'est le mandataire donc, qui a établi donc, la déclaration de conformité, nous, on a le droit d'exiger donc une copie du mandat auprès du mandataire pour voir si effectivement il a le droit, si c'est marqué ou pas, il a le droit de faire cette déclaration de conformité. Et donc, le mandat doit être quand même compréhensible. Il ne suffit pas d'envoyer un mandat en chinois ou en russe, donc il faut que ce soit quand même un mandat dans une langue compréhensible. Donc, l'importateur. Donc, l'importateur, lui, a aussi des obligations. Donc, tous les opérateurs économiques ont certaines obligations. Donc, l'importateur, lui, il doit il doit vérifier que la procédure appropriée d'évaluation de conformité a été appliquée par le fabricant. Il doit vérifier aussi que le produit qu'il importe et les portes et marquages de conformité qui sont requis, qu'il est accompagné des documents qui sont requis, des instructions et des informations qui sont fournies et qui sont fournies dans une langue compréhensible. Et bien sûr, il doit voir si le fabricant a respecté en fait toutes ces exigences. Donc c'est toutes les informations qui sont sur le produit qui peuvent être vérifiées par l'importateur, comme les informations du fabricant, donc ils doivent être sur le produit. L'importateur doit pouvoir voir si le fabricant a effectivement tout respecté. Donc en bas, c'est la phrase, donc l'importateur doit s'assurer que le fabricant s'est correctement acquitté de ses obligations. Ensuite, l'importateur doit également mettre sur le produit son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée, ainsi que l'adresse à laquelle il peut être contacté. C'est une obligation que souvent les importateurs oublient. Ils ne savent pas qu'ils doivent également mettre sur le produit leur adresse. C'est quelque chose d'important. Et tout ça, c'est pour la traçabilité. Parce que si jamais on doit contrôler un produit, qu'il y a un problème pour le produit, qu'on doit communiquer avec la personne responsable, ce sera très dur de communiquer avec un fabricant chinois. C'est l'importateur qui doit être contacté et c'est lui qui doit nous rendre compte. Ensuite, il doit bien sûr s'assurer que les conditions de stockage et de transport ne compromettent pas la conformité du produit. Il doit tenir la copie de la déclaration de conformité à disposition des autorités de surveillance du marché. Donc là également, pendant les 12 ans après la mise sur le marché. Et il doit s'assurer que
documentation technique peut être fournie aux autorités de surveillance du marché. Souvent, la documentation technique, c'est un document avec des informations sensibles, et c'est souvent le fabricant qui détient la documentation technique. Par contre, si nous, on demande à l'importateur de nous la fournir, il est obligé de veiller à ce qu'on l'obtienne dans les délais raisonnables. Ou bien, au moins la partie qui nous intéresse pour le contrôle de conformité. Le distributeur, donc celui qui en fait est vers la fin de la chaîne de distribution, donc lui aussi a ses obligations, donc lui aussi doit vérifier que les produits qu'il est en train de vendre, ils portent tous les marquages qui sont requis, qui sont accompagnés des documents requis, que les instructions, les avertissements, etc. donc soient rédigés dans la langue correcte. Donc, un cactus qui a un produit dans son rayon ne peut pas dire qu'il n'est pas responsable du fait qu'il vende un produit qui est en chinois, donc c'est même une obligation qu'il doit avoir, donc c'est vérifier que les produits qui sont dans le rayon, qu'ils portent des informations qui sont quand même compréhensibles, des avertissements qui sont compréhensibles pour la population luxembourgeoise. Donc il doit voir si les fabricants donc, et l'importateur ont respecté les exigences, pas les exigences techniques, disons. Il n'est pas obligé, il n'est pas responsable si maintenant un fabricant a mis sur le marché un produit qui techniquement n'est pas conforme ou chimiquement n'est pas conforme, parce que c'est quelque chose qu'il ne peut pas vérifier. Et il peut pouvoir vérifier si le nom, la marque, les instructions, etc. sont sur le produit. Ça, c'est quand même des informations que le distributeur doit pouvoir vérifier. Et comme l'importateur, il doit également vérifier que le stockage et le transport ne compromettent pas la conformité du produit. Au niveau du stockage, il y a des exemples, par exemple, des produits qui sont en cuir, des gants de protection, qui sont des gants de protection visuelle, qui sont mal stockés, qui sont stockés dans un milieu qui est assez vide. Donc, le chrome 3 qui est utilisé pour le tannage du cuir, il s'oxyde en chrome 6. Le chrome 6, lui est dangereux donc pour la santé, donc les cancérigènes. Après, si on trouve des gants avec le chrome 6, on va devoir voir qui a la responsabilité, qui est responsable en fait de cette inconformité. On va contacter l'importateur, le fabricant, lui il va nous envoyer des rapports qui prouvent, on va peut-être tester aussi des nouveaux produits, qui prouvent que le produit en fait il est conforme, et finalement on peut venir à la conclusion que le produit a été mal stocké au final, c'est le stockage qui a compromis la sécurité, donc la conformité du produit. Là ce serait par exemple le distributeur qui serait responsable. Donc, le distributeur qui pense qu'un produit qu'il a mis à disposition sur le marché n'est pas conforme, donc il voit que le produit n'est pas correct, donc il doit mettre ce produit à disposition, que après qu'il ait été mis en conformité. Il doit nous informer aussi, il doit veiller à ce que les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité retirées soient prises. Si maintenant on fait une décision restrictive, donc c'est lui qui doit quand même vérifier à ce que le produit soit retiré aussi du rayon. Et il doit informer les fabricants et l'importateur, et bien sûr, comme je l'avais dit, l'autorité. Il nous informe sur le produit qu'il a reçu de la part de l'importateur n'est pas conforme, nous on fait notre enquête, et lui doit quand même s'informer en aval de celui qui lui a fourni avec le produit. Ici, c'est un tableau un peu avec un tableau une sorte de récapitulatif avec les différentes obligations pour les différents opérateurs économiques. Donc, comme vous voyez, donc assurer que le produit soit conforme, donc c'est tout le monde, chacun à son niveau, bien sûr. Pour le marquage CE, donc c'est le fabricant qui doit le mettre, le mandataire, si jamais c'est marqué dans le mandat, qui peut le faire. Ensuite, l'importateur et le distributeur qui doivent vérifier que le marquage CE est effectivement sur le produit. Ensuite, la déclaration de conformité, c'est le fabricant qui doit l'établir. Le mandataire, si c'est dans son mandat, sinon il va pouvoir le mettre à disposition. L'importateur doit avoir une copie et le distributeur doit pouvoir coopérer. C'est-à-dire que le distributeur n'a pas besoin d'avoir la déclaration de conformité disponible pour nous, mais il doit quand même pouvoir nous donner les informations de son fournisseur à lui, donc de l'importateur, pour qu'on puisse la demander à celui-là.
Le dossier technique, donc c'est le fabricant qui l'établit, le mandataire, comme tout à l'heure, ça dépend du mandat, va nous mettre à disposition. L'importateur doit assurer sa mise à disposition, l'utilisateur doit coopérer. Et finalement, donc, tout ce qui est informations, instructions et documents reçus, donc, le fabricant doit les rédiger et les autres donc, doivent vérifier qu'elles sont bien avec le produit. Au niveau de l'identification du produit, donc c'est, comme je l'ai dit, c'est le fabricant qui l'établit, le mandataire c'est dans le mandat. L'importateur doit vérifier que le produit est bien identifié, le distributeur aussi. Et identification de l'opérateur économique sur le produit, emballage, document à part. Donc, fabricant, mandataire, importateur, donc c'est ceux-là qui en fait sont, en fait le fabricant doit être sur le produit, l'importateur doit être également sur le produit, et le mandataire si jamais c'est dans le mandat. Donc, le produit ne porte pas, par exemple, l'adresse du distributeur. Le stockage, donc l'importateur, les éditeurs doivent quand même assurer que les conditions de stockage sont conformes, qu'elles ne détériorent pas la conformité du produit. Et tout ce qui est coopéré, communiquer aux autorités nationales toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, ainsi que coopérer à la demande des autorités nationales à toute mesure adoptée en vue de l'éliminer le risque lié à un produit. Donc toutes ces coopérations, la communication avec les autorités nationales, donc comme nous, les autorités du marché, tout le monde doit pouvoir coopérer. Donc la loi INAS, par exemple, qui détermine quels sont les comment nous, au niveau de l'INAS, on doit faire la surveillance du marché, elle prévoit des sanctions administratives, mais aussi au pénal, pour tout opérateur économique qui ne veut pas coopérer et qui fait obstacle à la surveillance du marché. Voilà, donc, je fais le dernier slide pour ce qui est des obligations. Bon, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Donc, c'était un peu sec comme information, c'est beaucoup d'un coup. Je crois que c'est peut-être quelque chose aussi qui vous intéresse un peu plus parce que c'est à votre niveau que pour les questions des obligations que vous avez. Donc, est-ce que vous avez des questions concernant ce chapitre? J'ai reçu une question de Monsieur Fred Jaco. Donc, y a-t-il des sanctions prévues par la loi en cas de non-conformité? Alors, la loi ELNAS, donc, elle prévoit donc deux différents niveaux de sanctions. Donc la première, c'est une sanction administrative qui est en fait des sanctions donc argent, donc c'est une amende qui va de 250 € à maximum 15 000 €. Et là, c'est marqué que ce sont plutôt les non-conformités formelles, c'est-à-dire si un produit n'a pas le marquage CE, le produit ou le marquage CE n'est pas conforme, donc s'il n'est pas correctement imposé, ou si la déclaration de conformité est manquante, fausse, incorrecte, incomplète. Donc là, effectivement, donc, ça peut amener à une sanction administrative. Donc, pour ce qui est des produits non conformes, c'est-à-dire que maintenant, on fait des décisions. Donc, si la NAS prend une décision restrictive d'une interdiction de vente et qu'elle n'est pas respectée par un opérateur économique, et l'opérateur économique continue à mettre le produit sur le marché, donc là, effectivement, ça va plus loin. Donc, nous, en tant que dans un marché agent, on peut aussi agir en tant qu'officier de police judiciaire. Là, on va écrire un procès verbal qui va au parquet. Et là, les sanctions, ça va jusqu'à des sanctions de prison, en fait. Des amendes qui vont de 250 € à 1 million d'euros maximal. Donc, c'est au niveau du tribunal qu'ils vont décider quelles sont les sanctions. Et là aussi, donc, ça concerne aussi les opérateurs économiques qui mettent sur le marché des produits non conformes. Mais nous, au niveau de l'INAS, on essaie de fonctionner de façon à ce que, d'abord, on fait de la prévention et de l'information. C'est-à-dire que si maintenant on constate qu'un opérateur économique a mis sur le marché un produit et les marquages ne sont pas corrects, ou bien s'il y a un problème au niveau technique, au niveau du produit, on communique donc avec cet opérateur économique, on essaie de trouver une solution. Il a le droit de prendre position exacte lui aussi. On essaie donc de corriger, si c'est pas corrigeable, donc on fait des attributions de vente. Et disons que s'il y a une coopération, on évite d'aller dans la direction des sanctions. Par contre, si le même opérateur économique récidive, c'est-à-dire si maintenant on a encore une fois affaire avec le même opérateur économique pour
les mêmes non-conformités. S'il n'a pas compris, en fait, le premier avertissement, là, c'est clair qu'on va plutôt partir vers des sanctions. J'ai ici un message de Madame Laura Fontani. Pouvez-vous indiquer un lien libre pour trouver les différents documents concernant les différentes directives par produit et déclaration de conformité de ces techniques, etc. On peut vous donner un lien sur des fiches d'information qui sont disponibles sur le site de la qualité de l'INAS. Donc, pour chaque directive, on a établi une sorte de fiche d'information avec un résumé des informations qui doivent être sur le produit, avec les liens sur les différentes législations applicables, les directives européennes ainsi que la législation luxembourgeoise. Il y a les liens aussi avec quelles sont les autorités, quelle est l'autorité compétente. Donc, tout ça, on peut vous envoyer un lien. Vous pouvez plus ou moins regarder si votre produit est concerné ou pas par cette directive et quelles sont les informations qui doivent être sur le produit. Donc ça, c'est une première base. Par contre, comme j'avais dit tout à l'heure, nous, on peut essayer d'aider, mais on va pas établir la conformité d'un produit pour le fabricant. Ça reste toujours de la responsabilité du fabricant. C'est lui qui est à la fin responsable de veiller à ce que toutes les directives soient respectées. L'INAS, elle est responsable pour une trentaine de directives, mais pas pour toutes. Et si maintenant on ne peut pas prendre la responsabilité de dire à un fabricant que son produit est couvert par telle ou telle directive, on risque d'oublier une autre directive où nous on n'est pas compétent, et après ça retourne vers nous, contre nous. Il existe aussi une liste, là aussi on peut vous mettre à disposition, donc une liste de toutes les directives qui existent, des produits non alimentaires, et avec toutes les autorités qui sont compétentes, avec les liens des adresses, donc les adresses d'autorités ainsi que les mails, les autorités compétentes, vous pouvez vous informer également. Donc, tout à l'heure, on avait parlé des équipements médicaux, donc là aussi, par exemple, il y a la liste de la directive sur les équipements médicaux, medical devices, et derrière, il y a marqué quel est le département ou l'autorité au niveau du ministère de la Santé qui est compétent pour le marché de ces produits. J'aimerais juste ajouter que euh, dans les prochains slides, dans la partie information pratique, je vais vous présenter donc où trouver ces informations. Voilà. Donc la liste qui est compétent pour quel domaine, ou bien les fiches d'information par produit. Donc tous ces points, je vais encore présenter à la fin. Et ici une autre question. Donc monsieur ou madame Drouet, je ne sais pas si c'est un monsieur ou madame, j'ai jugé mon produit conforme, par exemple test, j'ai fait le marquage, j'ai fait ma déclaration que je joue au produit, j'ai établi mon dossier. Là, j'ai informé un organisme que j'ai lancé un produit avec un CE. Non. Donc, si vous avez fait toute la procédure d'évaluation de conformité de votre produit conformément à la législation, vous pouvez mettre le marquage CE sur le produit et le mettre sur le marché sans d'abord en avertir de l'autorité quelconque. Ça, c'est donc le produit il est présumé conforme. Si vous avez respecté toutes les étapes, si vous avez utilisé aussi des normes harmonisées, donc le produit comment dire, présumé conforme et vous pouvez le mettre directement sur le marché. Par contre, après, si nous on contrôle le produit et qu'il y a un problème quelconque, on va vous communiquer, donc on va essayer de voir avec vous quel est le problème. Mais en tout cas, vous n'avez pas besoin d'informer un organisme quelconque que vous avez lancé un produit avec un montage. Il y avait encore quelqu'un qui avait une question, je crois. Je vais poser une question tout à l'heure avec le micro, mais est-ce que c'est bon ou est-ce que Oui, c'était moi. J'ai en fait posé en écriture. Là. Ah, d'accord. Ok, donc s'il n'y a plus de questions, je crois qu'on va poursuivre. Alexis va vous donc présenter les informations pratiques, donc avec toutes les informations qui vous intéressent aussi pour voir où est-ce que vous pouvez trouver des informations.
Je fais partager l'écran. Oui, donc passons maintenant aux informations pratiques. Donc déjà, j'aimerais vous informer que l'ILNAS est également aussi le point de contact produit. Donc nous ne sommes pas uniquement sur votre marché et on a aussi la compétence du point de contact produit. Donc le point de contact produit est défini dans le règlement européen de la reconnaissance mutuelle et les entreprises peuvent poser des questions au point de contact produit s'ils ont des questions par rapport au produit. Donc par exemple aux règles techniques applicables au niveau national ou bien s'ils veulent savoir les informations législatives par rapport au produit, s'ils veulent avoir d'autres informations, parce que des fois on a des produits pour lesquels il y a plusieurs autorités nationales qui sont compétents ou une compétence comment dire, il y a un produit par exemple les produits électroniques. Donc nous sommes compétents pour la partie maintenant basse tension, compatibilité électrolytique, mais tout ce qui est maintenant ROHS, c'est l'administration de l'environnement. Donc si vous avez des questions ou si vous ne savez pas à qui vous adresser, vous pouvez toujours contacter le point de contact produit. Donc depuis une année, donc c'est le NAS et ici en bas vous voyez aussi l'adresse email, donc c'est le PCP luxembourg@ilnas.ta.lu et ici vous avez aussi le lien vers le site. Donc notre site c'est le portail qualité. Donc via ce lien vous tombez sur la page du point de contact produit. Donc si vous avez des questions, vous pouvez n'hésitez pas à nous contacter. Puis oui, ce qui est aussi intéressant, c'est que pour chaque domaine dont nous sommes très compétents, nous avons mis en place une fiche d'information. Donc une fiche d'information par produit. Donc ici, vous voyez par exemple l'exemple des jouets. Donc il y a une partie qui explique un peu le champ d'application, puis une partie qui explique les informations qui doivent être mises sur le produit, comme par exemple le marquage CE, l'identification du fabricant, etc. Et puis sur la deuxième page, vous avez toujours le lien vers la législation européenne. Donc dans ce cas, ce sera une directive. Et aussi le lien vers la transmission nationale. Donc ça, pour vous montrer, je vais sur le site. Est-ce que vous voyez le site Internet? Oui, donc ici, vous avez le site de l'ILNAS, le portail qualité. Et puis, si vous descendez, vous avez ici une rubrique qui s'appelle Informez-vous sur la conformité des produits. Si vous cliquez ici, vous voyez par directive, donc nous sommes très compétentes, toute la liste. Et par exemple, si je prends maintenant les jouets, par exemple, donc c'est la sécurité des jouets, vous obtenez cette fiche avec le champ d'application, les informations qui doivent être mises sur le produit. Vous trouvez ici le lien vers le site, donc la directive européenne avec l'entrée en vigueur et toutes les informations. Le lien vers la loi nationale. Donc vous arrivez sur le site Legilux. Et puis aussi, vous voyez ici les contacts. Donc dans ce cas, c'est nous, au niveau national, car nous sommes très compétentes. Mais vous avez aussi les liens vers la Commission européenne. Donc nous, on a fait ça de notre côté pour tous nos domaines. Puis on a la même chose, on a donc on a un document qui se trouve aussi sur notre site. Donc vous pouvez nous accéder via le lien. Donc vous tombez sur le site avec ce document. Donc sur ce document, on a pour tous les domaines, donc pas uniquement les domaines dont nous sommes très compétents, mais pour tous les domaines, on a aussi introduit qui est le très compétent au niveau national. On a introduit un lien vers la base légale européenne, mais aussi sur la base légale nationale.
Donc, si vous consultez tout ce document, c'est un document de 10 pages, donc vous trouvez tous les domaines et vous pouvez trouver toutes les informations liées aux différentes sortes de produits. Puis sur notre site internet, on a aussi une rubrique législation que vous pouvez accéder via notre portail qualité. Donc là, par exemple, on a la liste de toutes les législations européennes, donc c'est-à-dire les directives, règlements européens de décision, mais aussi la loi nationale, donc les lois nationales, les règlements grand-ducaux. Donc, vous pouvez aussi accéder aux lois via notre site. Et on a aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire. Donc, par exemple, pour les entreprises, ce qui est intéressant, c'est dès qu'on est au courant qu'une nouvelle loi ou règlement ou directive sort, nous envoyons une news ou bien une newsletter pour informer les entreprises. Mais par exemple, si on trouve un produit dangereux que nous avons détecté, on le met aussi dans la newsletter pour aussi que les utilisateurs finaux soient informés. Est-ce que vous avez des questions encore, par exemple des informations pratiques ou d'autres questions? J'aimerais peut-être ajouter que toutes les décisions que nous prenons, c'est au niveau des opérateurs économiques, donc au niveau des fabricants, mandataires, distributeurs et importateurs. Parce que nous, on prend les décisions par rapport aux obligations qui sont écrites dans les lois. Mais par exemple, il n'y a aucune obligation définie pour l'utilisateur final. Par exemple, si le marquage n'est pas sur le produit, on ne contacte pas maintenant l'utilisateur final. On ne peut pas non plus maintenant aller à la maison de quelqu'un et puis regarder si un produit est conforme. Donc notre travail se limite uniquement au niveau des entreprises. J'ai la question du fameux assemblage de produits qui existent déjà et qui ont déjà un marquage CE. Je pense par exemple un bon exemple, c'est par exemple un ordinateur où j'achète tous les composantes qui ont mon marquage CE, je les mets ensemble dans un boîtier qui est conforme CE aussi et je le revends comme nouveau produit. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois assurer au niveau de la documentation, par exemple, que je mets à disposition pour que je puisse faire mon marquage sur le produit, sur le nouvel produit que j'ai créé à partir de produits déjà existants CE. Généralement, donc, si maintenant on crée un produit, donc on assemble un produit qui est composé de différents éléments marqués CE. Donc, déjà, ces éléments, ils ont déjà eu une évaluation de conformité. Donc, ils possèdent déjà des certificats, ils possèdent déjà des tests techniques, etc. Et c'est celui qui assemble, donc, qui crée l'ordinateur, donc, qui doit également, donc, créer une déclaration, une documentation technique en rassemblant les différentes informations des différents composants et en faisant l'évaluation de conformité pour l'ensemble, donc, de son produit, parce qu'il a créé quelque chose de nouveau. Donc, il a, disons qu'un composant électrique CE et un autre CE, ils sont peut-être conformes, ils sont utilisés séparément. Par contre, si maintenant on les lie, si on les branche un avec l'autre, c'est un nouveau produit qu'on a créé, peut-être que là, il va y avoir un problème de compatibilité électromagnétique, par exemple, ou autre. Et à ce moment-là, il faut que celui ils ont relié, et qu'il voit l'ensemble, et qu'il réévalue la conformité de l'ensemble. Et donc, à la fin, il faut qu'il marque le CE pour l'ensemble. L'ordinateur, il a un CE pour l'ordinateur, ensemble, et qu'il fasse aussi une déclaration de conformité pour l'ensemble. Bien sûr, quand nous on demande le dossier technique, il peut être composé de différents documents qui proviennent des différents ceux qui ont fait des composants. Et au final, il faut que le dernier fabricant, donc celui qui a fait l'assemblage, il fasse quand même une sorte de récapitulatif, donc un dossier technique récapitulatif avec toutes les informations nécessaires pour voir si l'ensemble qu'il a créé, le nouveau produit, est conforme ou pas. Mais bon, juste une question. Maintenant, si pour des questions un peu plus techniques, disons, nous on a dans notre département, donc on a une quinzaine de personnes qui travaillent donc, dans différents domaines.
Si maintenant vous avez des questions un peu plus techniques qui vont plus dans le détail, moi je propose aussi que vous envoyez un mail, soit au point de contact produit comme Alexis vous a montré, donc le mail du point de contact produit, c'est la meilleure solution. Ou bien vous téléphonez, mais je propose donc d'envoyer un mail au PCP avec toutes les questions et toutes les informations que vous avez besoin. Donc là, on vous donnera une réponse plus correcte. Mais je comprends dans le cas d'un assemblage, bon, le côté électromagnétique pourrait être un peu complexe, mais par exemple des choses comme le ROHS, je suppose que là, par exemple, le dossier pourrait consister juste dans une collection des documents de la conformité ROHS de tous les composants. C'est ça ça suffirait dans ce cas-là. C'est possible, mais là je pose également oui. de poser la question. Je vais pas maintenant donner une réponse maintenant définitive parce que je suis pas le spécialiste des ROHS, mais c'est possible. On sait aussi que si maintenant vous prenez la REACH, donc le REACH c'est au niveau des éléments chimiques dans un produit, donc il y a juste une annexe où il y a des éléments qui sont interdits. C'est clair que si vous avez deux produits qui ont été testés au niveau de REACH et qu'on montre que l'un produit et l'autre n'ont pas d'éléments chimiques dangereux, si vous les mettez ensemble, vous n'avez pas besoin maintenant de refaire encore une fois un test pour l'ensemble. Vous mettez les deux rapports un avec l'autre et ça c'est clair. Maintenant au niveau des ROHS, c'est possible que ce soit le même principe parce que c'est aussi au niveau des éléments chimiques. Mais là, comme je dis, il vaut mieux poser la question officiellement au niveau du PCP, vous aurez une réponse plus complète. Disons. Oui, mais vous avez maintenant donné le bon exemple. Là, si je fais ça, j'ai vraiment besoin de collectionner tous les rapports existants des autres fournisseurs et les mettre dans mon dossier, ou est-ce que ça suffit que je sais qu'ils sont conformes et simplement de les lister, de dire en fait, voilà, celui-là est conforme, je les mets ensemble, donc le total est conforme. Est-ce que je dois vraiment aller chercher les différents documents des différents fournisseurs et les mettre dans mon dossier? En tout cas, si nous on demande des documentations techniques pour voir la conformité d'un produit, si on a des doutes sur une partie, il faut quand même qu'on ait accès sur le détail. Donc, il ne suffit pas que les fabricants nous disent que ce produit est conforme et que nous on le croit comme ça aveuglément, c'est pas possible. Donc si maintenant on veut vraiment savoir si le produit il est ok ou pas, il faut qu'il puisse nous donner les documentations. Ce qui arrive des fois, c'est que un importateur, donc une personne qui assemble des produits, donc peut-être que il va renommer son assemblage autrement, donc il n'y aura pas forcément les mêmes noms donc sur les pièces que celui qu'il avait lors de sa fabrication en Chine. Et donc là, à ce moment-là, si maintenant on demande des informations un peu plus en détail, et si le fabricant ici nous donne la documentation chinoise avec la référence chinoise et que nous on ne puisse pas faire le lien, il y a aussi un problème. Donc il faut qu'on puisse savoir que les documentations que vous nous fournissez soient effectivement reliées au produit que nous on est en train de construire. Donc il y a quand même un document qui dit que le produit chinois, c'est le produit que vous vendez sur votre marque. Il faut quand même qu'il y ait toutes ces informations. Donc je dois en fait redescendre toute la chaîne de fabrication des différents produits en fait pour la documentation en cas de besoin. Voilà. Disons que il ne faut pas oublier qu'au final, quand vous avez fait votre assemblage, c'est vous qui mettez la déclaration de conformité et c'est vous qui la signez. Maintenant, s'il y a un problème au niveau d'un composant, c'est vous le responsable à la fin. Et je ne pourrais pas vous au niveau des autorités, vous ne pouvez pas dire que c'est le fabricant chinois qui n'a pas respecté son produit, qui n'a pas, son rapport n'est pas correct. C'est vous qui êtes le responsable. C'est dans votre intérêt d'avoir toutes les informations sur les composants que vous utilisez. Donc je dois non seulement vérifier qu'il a son logo au CE, mais je dois aussi vérifier en fait que toute sa documentation et son dossier sont bien faits. Il faut pas oublier que vous vendez le produit sous votre marque après. Donc c'est vous en fait le responsable à la fin. Quand on contrôle un ordinateur et qu'il y a un composant qui est pas conforme, on va pas contacter celui qui a fabriqué le composant. C'est l'ordinateur, c'est celui qui a vendu l'ordinateur qui est responsable, c'est lui qui est contacté, c'est celui qui doit nous fournir toutes les informations.
D'accord, merci. Oui, peut-être juste pour compléter un autre exemple, par exemple pour les équipements sous pression, donc les tuyaux qui sont sous pression. Donc chaque tuyau qui est mis sur le marché individuellement doit avoir le marquage CE. Maintenant, si on assemble plusieurs tuyaux, il faut que l'ensemble porte le marquage CE. Et dans ce cas, il n'est pas nécessaire que chaque tuyau individuellement porte le marquage CE, mais au moins l'ensemble. Donc, ça dépend toujours un peu aussi comment on vend après les différents composants. Si on les vend individuellement, chaque composant individuel doit avoir le marquage CE. Si on les vend comme produit fini en assemblage, alors il faut que l'assemblage porte au moins le marquage CE. Voilà, donc ça dépend un peu d'une directive à une autre. Et c'est pour ça que si maintenant il y a vraiment une question spécifique sur un type de produit électrique, comme les équipements sous pression, etc., donc il vaut mieux vraiment envoyer un mail en expliquant son cas, en donnant des exemples, et en posant des questions vraiment. Et nous, on va rediriger donc cette question à la personne qui est compétente au niveau de ce domaine-là, qui connaît mieux donc le domaine de la directive que maintenant nous deux, et qui lui va vous donner une réponse un peu plus complète et correcte. Alors, merci beaucoup pour ces réponses très concrètes. Donc, je propose encore merci à vous, donc à Eclipse et Louis, de vous être pris le temps ce matin de nous informer sur le marquage CE. S'il n'y a plus de questions, je propose de clôturer la session de ce matin. On vous remercie encore une fois d'avoir participé à cette manifestation ce matin en ligne. Et voilà. Et donc, je vous souhaite encore à tous et à toutes une très bonne journée et une très bonne semaine. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.